nos interventions. Donc, et je remercie donc, Madame Béranger et Madame Padeloup, défenseurs des droits, d'intervenir pour vous cet après-midi. Donc, c'est un sujet qui a une maîtrise des lieux, bien entendu. On va commencer dans les temps. Après l'intervention, donc il y aura des questions. Et c'est René Mélou qui va, président de France Bénévolat, avec qui on est partenaire, qui va se charger donc de l'animation de cette table ronde, si on peut dire table ronde, dans un auditorium, enfin bon, ça c'est pas grave. Et donc je précise aussi pour les personnes qui le voient de temps en temps lever son petit papier, que Philippe Gouin est maître du temps depuis ce matin et que voilà. Donc il est chargé voilà, de modérer un peu. Bon, ben écoutez, on va lancer ces interventions qui se font en binôme, comme vous avez pu le remarquer. Il n'y a pas de projection pour l'instant. Si vous souhaitez des compléments d'information, il y en aura après. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, c'est pas moi qui vais commencer, mais bonjour à tous et à toutes. On est ravis d'être là avec Chantal Padeloup, qui est déléguée du Défenseur des droits à Rennes. Et l'idée aujourd'hui, c'est plus de l'interconnaissance, c'est-à-dire vous présenter l'institution, son champ d'intervention, les principaux sujets sur lesquels on peut être amené à intervenir pour le public. Et puis faire le lien avec vous, vos missions, et puis que vous puissiez identifier dans le public que vous accueillez s'il y a des possibilités parfois de renvoyer vers le défenseur de droit ou de nous saisir. Donc moi je suis Julie Béranger, chef de pôle régional pour la Bretagne et les Pays de la Loire. C'est-à-dire que j'assure une mission de coordination et d'animation du réseau des délégués, de nos délégués bénévoles. Et je vais laisser la parole à Chantal qui va commencer la présentation. Alors, on peut attendre la fin de l'exposé si on veut pour poser des questions, mais si vous avez envie aussi d'en poser au fur et à mesure, n'hésitez pas, surtout si vous sentez que vous commencez à vous endormir. C'est jamais le meilleur moment de la journée pour intervenir, surtout dans un cadre un peu descendant. Donc n'hésitez pas aussi à interrompre le discours si vous préférez, plutôt que d'attendre la fin. Donc je laisse la parole à Chantal. Ils sont activés là ? D'accord. J'ai peut-être une extinction de voix, donc rebonjour, puisque je crois que ce matin j'ai essayé de dire bonjour à tout le monde que j'ai pu rencontrer. Je suis donc Chantal Padeloup, bénévole donc, du Défenseur des droits sur la région Ille-et-Vilaine, entre autres à Rennes. Je vais donc essayer de vous parler pour un premier temps, de vous présenter l'institution du Défenseur des droits. Comme disait Julie, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, même si à me couper, et si je peux, je vous répondrai avec plaisir. Donc ce matin, nous avons eu des PowerPoint pour vous présenter tout ce que vous avez pu faire pendant cette année-là. Nous avons décidé de ne pas avoir de PowerPoint et de vous parler directement. Donc je vais vous demander d'être indulgent parce que j'ai une extinction de voix et je vais faire de mon mieux. Donc le défenseur des droits, c'est quoi d'après vous ? C'est simplement une personne qui veille au respect des droits et des libertés. On a un article qui représente cette constitution, c'est le 71-1. Le défenseur des droits, c'est quoi aussi ? C'est une personne qui tient à sa légitimité, à la constitution ainsi qu'à la loi organique. Alors la loi organique, c'est quelque chose d'un peu fabuleux à vous expliquer. Si vous voulez, on en parlera plus tard, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc c'est 2011-333 du 29 mars 2011, puisque l'institution du Défenseur des droits existe depuis 2011, portant création donc du Défenseur des droits. Voilà pour la première présentation sur qu'est-ce que le Défenseur des droits. Ensuite, le rôle du Défenseur des droits, c'est quoi ? Défendre les droits et les libertés. On travaille sur 5 domaines bien spécifiques. Alors le mot travailler, c'est peut-être pas le bon mot. On représente 5 domaines de compétences.
défendre les droits des usagers et des services publics, donc toute personne qui a un souci avec toute administration publique, défendre et promouvoir les droits de l'enfant aussi ont des droits, donc il faut le savoir, lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité, veiller au respect de la déontologie de sécurité, et le dernier, c'est orienter et veiller aux droits des libertés des lanceurs d'alerte. Pareil, si le lanceur d'alerte, si vous ne savez pas ce que c'est, on se fera un plaisir de vous l'expliquer plus tard. 2 moyens d'action, assurer la protection des droits et promouvoir l'égalité de l'accès aux droits. L'organisation de l'institution. Notre siège se trouve à Paris, où là nous avons donc une équipe au service des droits et des libertés, bien sûr, 231 agents, dernier recensement. Actuellement, on est plus de 550 délégués sur le plan national et nous avons plus de 870 centres d'accueil. Alors les centres d'accueil, ça peut être tout organisme, c'est aussi bien les CEDAS, ça peut être la préfecture, la CAF, enfin tout organisme qui veut bien nous recevoir pour qu'on puisse faire nos permanences, puisque les délégués font des permanences. Ensuite, trouver un délégué. Aujourd'hui, trouver un délégué, ce qui veut dire que c'est difficile. On a des moyens, donc Internet, bien sûr, en premier. Donc, posez simplement la question, vous trouvez un délégué du défenseur des droits. Et en fonction d'où vous êtes, vous avez tous les départements et le nom des personnes, toutes leurs coordonnées pour pouvoir les contacter. Ensuite, vous avez aussi, on peut aussi nous trouver par téléphone. On a donc aussi un numéro national, mais on a aussi des numéros départementaux dans la mesure où, par exemple, à Rennes, moi j'interviens sur 2 endroits où j'ai 2 téléphones différents pour me contacter. Voilà pour moi. Ensuite, qu'est-ce que fait le délégué? Déjà, il va faire ce qu'on appelle une saisine. Une personne vient nous rencontrer, nous demande à nous rencontrer pour nous parler de leurs problèmes qu'ils puissent rencontrer. On essaie d'abord de les écouter. Mon premier travail, c'est quand je parle en tant que délégué, là, c'est d'écouter et de voir si je peux leur apporter une aide à leurs problèmes. C'est souvent administratif. Alors pour ma part, je vous dirais que j'ai 70% sur le droit des étrangers, parce qu'on a plusieurs façons de travailler après. Et ensuite, le reste, c'est tout ce qui est organismes sociaux. Donc c'est la CAF, la CPAM, la CARSAT, tout ce qui est dans ce niveau-là, plus après des renseignements personnels où on n'est pas forcément compétent. À ce moment-là, moi, j'essaie de les orienter le mieux que possible en fonction de leurs difficultés. Voilà pour moi. Donc, je passe la parole à Julie. J'espère que ça a été clair. Ouais, on n'entend pas bien du fond de la salle. Et là, moi, j'ai pas d'extinction de voix, donc normalement, là, ça va. Là, je suis collée au micro. C'est bon ? Merci du coup à Chantal. Donc effectivement, l'institution, comme elle l'évoquait, a 5 domaines de compétences qui sont en réalité, pour ceux qui connaissaient, la reprise pour 4 des champs de compétences de l'activité d'anciennes autorités administratives indépendantes qui en 2011 ont été fusionnées dans le Défenseur des droits. On avait la HALD, Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui a été intégrée, d'où le champ de compétences lutte contre les discriminations. Le médiateur de la République était celui qui était le plus connu et identifié sur les territoires, surtout le volet service public. La commission déontologie de la sécurité, sur des questions de déontologie, mais ça on va y revenir un peu plus en détail après. Et le ou la défenseur des enfants qui est intégré désormais depuis 2011 au défenseur des droits. On intervient, comme l'indiquait Chantal, de 2 manières différentes, soit en protection des droits, soit en promotion des droits. Donc c'est les 2 volets de la défense des droits. Soit on va aller intervenir sur des situations individuelles ou collectives d'atteinte aux droits, soit on va être plus sur un volet de participation aux actions de prévention, de promotion, de sensibilisation des acteurs et des publics à leurs droits. Alors sur la mission de protection des droits, alors désolé si certaines d'entre vous connaissent bien l'institution, mais ça va peut-être être redondant, mais c'est toujours intéressant de rappeler comment on fonctionne.
Donc, sur le volet protection des droits, c'est les situations où on intervient parce qu'on est saisi par une personne qui s'estime victime d'une atteinte à ses droits ou victime de discrimination. Là, on peut être saisi gratuitement, c'est vraiment un service public, c'est une institution de la République, saisine gratuite par toute personne, y compris par des enfants, des mineurs, qui peuvent s'adresser à nous et pour qui on pourra intervenir directement. On peut être aussi saisi de situations individuelles par d'autres personnes que les victimes elles-mêmes, c'est-à-dire notamment les personnes qui les accompagnent, les travailleurs sociaux, ce qu'on appelle des saisines indirectes, et c'est souvent le cas. On est sur certains domaines, notamment en droit des étrangers ou en problématique de prestations sociales, on va être plutôt saisi par les assistantes sociales, les travailleurs sociaux qui nous ont identifiés et viennent vers nous pour dire, ben voilà, j'ai une personne que j'accompagne qui n'arrive pas à percevoir son RSA ou à qui on a supprimé le RSA. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner cette personne? Donc on a cette modalité-là, sachant que dans ces cas-là, il faut toujours que la personne soit d'accord, évidemment, pour qu'on intervienne, puisque la base de notre activité, c'est quand même le souhait de la personne que l'on intervienne. Il y a une dernière manière où on peut être saisi, c'est tout simplement quand la défenseure des droits, puisque depuis 2 ans, c'est une défenseure des droits qui est à la tête de l'institution, Madame Claire Hédon, décide de s'auto-saisir d'une situation. C'est-à-dire que par voie de presse ou par les médias, elle a connaissance d'une situation sans que les victimes elles-mêmes ne se soient adressées à nous. Et dans ces cas-là, elle peut décider, parce que la situation est trop grave ou parce qu'elle a un intérêt tout particulier pour la défense des droits, de se saisir de cette situation. La saisine, donc gratuite, l'institution a fait le choix d'être accessible de différentes manières. Pour ne pas limiter la saisine à tel ou tel canal, on peut saisir l'institution par téléphone, donc avec une plateforme, 2 plateformes téléphoniques, je vais y revenir, une plateforme téléphonique généraliste et une plateforme plus spécifiquement dédiée aux victimes de discrimination. Donc les personnes peuvent nous appeler, prendre des renseignements et voir si on peut intervenir ou pas dans leur situation. Donc une possibilité par téléphone, une possibilité évidemment par voie dématérialisée Internet, sur le site Internet du Défenseur des droits, qui donne la possibilité soit de saisir directement le siège de l'institution ou nos délégués sur le territoire. Et je vous dirai un peu plus quelle peut être la différence entre l'intervention locale et l'intervention au niveau national. Et la dernière possibilité, c'est la saisine par rencontre en contactant des délégués du Défenseur des droits partout où ils existent. La plateforme antidiscrimination, qui est cette plateforme que je viens d'évoquer, dédiée aux victimes de discrimination, c'est une plateforme qui existe depuis 1 an et demi maintenant, qui a été mise en place à la suite d'annonces du président de la République, qui a voulu mettre en place un dispositif spécifique pour au départ, l'idée était pour les jeunes qui avaient des problèmes dans les relations avec la police. Finalement, le dispositif a été nettement élargi et on a décidé de créer une plateforme. C'est un numéro de téléphone, le 3928, et une plateforme internet de ressources et d'accompagnement. Donc ce numéro de téléphone-là, il peut être intéressant, y compris pour les personnes qui accompagnent ou qui veulent avoir des renseignements, puisque n'importe qui peut appeler pour demander des renseignements. Ben voilà, j'ai mon voisin qui m'a raconté qu'on lui avait refusé une embauche parce qu'il est noir, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire, comment il pourrait intervenir, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que témoin, etc. Et la plateforme accompagne et donne des renseignements à n'importe qui sur ces sujets-là. Donc c'est juste à avoir en tête, et y compris pour les personnes qui peuvent utiliser Internet facilement, il y a un système de chat, c'est-à-dire qu'on peut directement dialoguer sur Internet avec des juristes du siège de l'institution qui sont spécialisés sur les questions de discrimination et commencer à évoquer sa situation et décider ou pas, une fois le dialogue instauré, les renseignements pris, de saisir directement l'institution ou d'aller rencontrer des structures locales, soit des délégués, soit des associations partenaires qui peuvent accompagner les personnes dans leur dossier, dans leur situation. Est-ce que ça va? Je
j'ai pas d'extension. Alors ensuite, concrètement, quand l'institution peut intervenir? Je vous dirai sur quel sujet, avec des exemples tout à l'heure, mais à avoir bien en tête aussi quand on est dans l'accompagnement de personnes ou dans le renseignement sur comment intervient l'institution. Il y a 3 situations dans lesquelles le défenseur des droits n'interviendra jamais. La première, c'est quand, dans la situation contestée par la personne, une décision de justice a été rendue. Évidemment, le défenseur des droits, il n'est pas au-dessus de la justice. Les différends qui opposent des particuliers à une administration ou des particuliers entre eux, s'ils ont été réglés par le juge, c'est lui qui a autorité. Donc, si un jugement qui est devenu définitif est intervenu, le défenseur des droits ne pourra pas intervenir à son tour sur le dossier. L'autre situation, c'est quand le différend porte sur une expertise médicale, sur le fond d'un problème médical. L'institution est composée essentiellement de juristes et fait du droit. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de comité médical qui soit à même de venir contester la décision d'un comité de réforme dans la fonction publique ou d'une MDPH, par exemple, de la commission des droits, la CDAPH, sur la reconnaissance ou pas du handicap, le niveau de l'invalidité pour la sécurité sociale, etc. Là-dessus, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas contester ces décisions-là. Et l'autre situation où on ne va pas intervenir et qui n'est pas des moindres, c'est quand le litige est d'ordre privé, à l'exception des situations qui seraient discriminatoires ou une violation des droits de l'enfant. Mais sur tous les autres litiges d'ordre privé, donc par exemple des conflits de voisinage ou des conflits de consommation, c'est plutôt le conciliateur de justice qui va être la bonne porte d'entrée pour les administrés, pour pouvoir se faire accompagner et contester les droits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est saisi ? Il y a la loi organique, donc la fameuse loi organique, c'est-à-dire une loi qui a été votée par les assemblées réunies. La loi organique a prévu plusieurs moyens d'intervention. Moi, pour résumer, pour être un peu clair sur ce que le défenseur des droits peut faire, c'est si vous connaissez un peu le fonctionnement des inspections du travail, le défenseur des droits s'est vu allouer des pouvoirs qui sont assez similaires aux inspecteurs du travail dans le cadre de leurs enquêtes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander des informations à toute personne qui nous semble utile de contacter, de faire des auditions également, d'aller procéder à des vérifications sur place dans des entreprises ou dans des administrations, donc des pouvoirs assez larges pour enquêter sur les situations qui sont soumises à notre institution. On peut demander aussi évidemment des pièces et des informations. Et ce qui est intéressant, c'est que le secret professionnel ne peut pas, ni le secret médical ne peuvent pas être opposés au défenseur des droits quand il intervient et quand il enquête. Le seul secret qui lui est opposable, évidemment, c'est le secret défense, où là, on n'a pas cette possibilité de passer outre. Et à savoir que le fait de ne pas répondre au défenseur des droits est un délit, comme il peut exister sur l'activité d'un syndicat, c'est un délit d'entrave, donc une possibilité d'être poursuivi si on ne concourt pas à l'enquête qui est menée par notre institution. Alors ça, c'est vraiment les pouvoirs dans leur globalité. Évidemment, on ne les utilise pas tous sur chaque situation, vous en doutez bien, vu qu'on est saisi à peu près de plus de 100 000 dossiers par an, parce que les modalités d'intervention, de résolution des litiges vont être vraiment graduées. En fonction du souhait de la personne, en fonction du niveau d'intervention, on ne va pas mettre en place les mêmes éléments pour traiter les dossiers. Alors, la première manière de résoudre les dossiers, c'est évidemment la médiation, la résolution à l'amiable. Et d'ailleurs, au niveau de nos délégués, c'est la seule façon qu'ils ont, la seule possibilité qu'ils ont pour traiter les dossiers, c'est vraiment de la médiation. C'est-à-dire qu'eux ne vont pas rentrer dans des enquêtes approfondies, ils sont vraiment que sur le rétablissement du dialogue entre les administrations et les administrés ou entre un employeur et son salarié.
si la médiation n'aboutit pas, il devra laisser la main au siège de l'institution, où là, le dossier pourra être traité sur un volet un peu plus offensif. Donc ça, c'est le premier niveau d'intervention. L'institution peut aussi formuler des recommandations individuelles ou générales, de changer des pratiques, de réparer un préjudice ou de rétablir une personne dans ses droits. Il peut présenter des observations devant les tribunaux, aux côtés, alors pas en étant l'avocat de la personne, mais à côté des parties, venir présenter au juge son analyse du dossier, savoir est-ce que oui ou non, dans cette situation, après une enquête approfondie, l'institution considère qu'il y a une atteinte au droit ou pas d'atteinte au droit. À savoir qu'on a à peu près 175 décisions qui portent observation devant les juridictions sur l'année dernière, par exemple, et dans 82% des cas, le défenseur des droits est suivi. Donc même si on n'a pas de pouvoir de contrainte, c'est plutôt une institution qui a un pouvoir du fait de sa renommée, ce qu'on appelle le droit mou ou la soft law. Le fait qu'on soit reconnu comme une institution d'expertise et que les enquêtes soient menées en toute neutralité et impartialité, c'est la plupart du temps suivi par les juridictions. À avoir en tête, mais c'est un peu plus rare, le défenseur des droits peut aussi transmettre au procureur de la République des situations quand il a connaissance de faits qui peuvent relever d'un crime ou d'un délit. Il peut aussi proposer des transactions pénales et faire des recommandations à l'autorité disciplinaire quand il s'agit de manquements à la déontologie de la sécurité. Je reviendrai un peu après pour vous dire ce qu'il en est plus précisément. Donc en quelques chiffres, parce que avant de rentrer plus dans le détail avec des exemples, donc comme je vous l'indiquais, le défenseur est saisi d'à peu près de plus de 100 000 réclamations par an, 115 000 même pour l'année 2021, dont 80% sont traités par le réseau territorial. Donc on est vraiment une institution de médiation avant tout. C'est nos délégués au niveau des territoires qui vont traiter la grosse partie de nos activités, de nos réclamations. Il y a aussi 90 000 appels aux plateformes et plus de 300 décisions par an où là on va porter des observations devant les juridictions ou faire des recommandations. Pour illustrer, on va essayer de vous illustrer. Donc si vous avez des questions sur ce volet un peu général, n'hésitez pas. On verra tout à l'heure. On va reprendre peut-être plus précisément pour que ça soit un peu plus clair pour vous le type de situation dont on peut être saisi et comment on intervient par grande thématique. Et tout d'abord sur le volet service public. Alors, service public, on entend par relation avec les services publics tous les dossiers qui mettent en cause un dysfonctionnement ou une atteinte au droit par une administration ou un organisme chargé d'une mission de service public. Essentiellement de la protection sociale, donc les problématiques avec les CBAM, avec les caisses de retraite, mais aussi beaucoup de droits des étrangers. Et beaucoup de droits routiers. On est énormément saisi de situations d'amendes forfaitaires et d'amendes de la route. Le fonctionnement du service public de la justice ou les services publics locaux, c'est-à-dire des problématiques d'urbanisme notamment qui peuvent être un sujet important sur lequel on intervient. Je te laisse... Comme j'ai plus de voix, je te parle sans micro. C'est pas très grave. Donc, je parle de cela. Alors, comment on intervient dans les services publics? Donc, comment nous intervenons? Alors, je vais essayer de parler plus fort. Je peux pas. Là, c'est bon? Ah, c'est merveilleux. Donc, je disais... pour parler, pour saisir... Ah oui, moi, je peux pas. Désolée, je peux pas. Avec la meilleure des volontés, c'est difficile déjà de parler au micro, donc un effort. Donc, les services publics, notre quand même, pour nous, c'est en tant que délégués, nous avons beaucoup de saisines sur le service public, donc surtout des non-réponses, des questions des réclamations qui ont été posées depuis pas mal de temps, des fois quelques mois encore, où les gens n'ont pas forcément la réponse.
Par exemple, à la préfecture, ce genre de réponse que les personnes reçoivent, c'est « Nous avons bien reçu votre dossier, prenez à la ligne », hormis que ce sont des messages tout près. Ça veut dire que n'importe qui envoie un message à la préfecture a la même réponse. Ils ne tiennent pas compte du détail que les personnes mettent dans leur message qui n'est pas forcément lu. Donc là, notre intervention, c'est d'essayer, donc nous avons un référent, je parlais pour la préfecture par exemple, nous avons un référent donc, qui nous est attribué en tant que délégué, qui est chargé de nous répondre, qui fait pareil, il fait de son mieux pour nous répondre, je parle pour l'Ille-et-Vilaine là, il fait de son mieux pour nous répondre vu les demandes que nous lui demandons et de ce que nous en avons. C'est pas Monsieur Soleil, hein, comme je dis, au lieu d'être Madame Soleil, donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a pour nous répondre. Ça ne répond pas forcément à la demande du réclamant, puisque nous, on nous parle des personnes qui nous viennent nous trouver, on les appelle les réclamants. Donc à ce moment-là, j'interviens. Je vais parler pour moi, mais mes collègues, pareil, dans toute la France, on intervient directement en demandant d'avoir une réponse concrète. C'est pas toujours facile, mais on arrive quand même à les avoir. Pourquoi cette jeune que je touche le fil comme ça? Ah bon. Je ne suis pas micro, moi. Donc, voilà pour ça. Ensuite, nous avons, voilà pour toutes les administrations, que ce soit l'URSSAF, puisqu'on travaille aussi contre les rencontres de réclamants de l'URSSAF, de la CAF, de la CPAM, de la CARSAT, de la MSA, enfin tout organisme social qu'on puisse rencontrer dans nos demandes. Il faut savoir qu'en Ille-et-Vilaine, nous sommes quand même 4 délégués directs sur l'Ille-et-Vilaine, plus un 5e à Saint-Malo, qui aussi est aussi de mémoire, si je ne me trompe pas, référente pénitentiaire et référente enfant, qui a quand même, c'est encore autre chose. Donc justement, pour vous parler des saisines de matière en droit d'enfant, il faut savoir que les enfants, tous jeunes enfants, ont des droits. Donc personnellement, je suis intervenue dans des établissements scolaires et dernièrement, je suis intervenue aussi au Conseil régional des jeunes, où là, je me suis fait un plaisir de répondre à des jeunes gens de 19-20 ans avec des questions intéressantes sur leurs droits. Non, je ne sais pas. Si je vais lire, donc j'aime pas lire parce que j'aime bien tout dire de tête, mais je m'aperçois que ma mémoire, elle me fait défaut aujourd'hui. La recevabilité des demandes en matière des droits de l'enfant, donc là je vais vous lire. L'institution est litigieuse doit concerner un enfant mineur ou un jeune majeur jusqu'à 21 ans. Tout jeune enfant peut nous contacter en fonction de leur demande. Alors, malheureusement, quand ils sont très mineurs, ils sont tout petits, enfin jusqu'à partir de 8 ans, ils ont une tierce personne avec eux. Relever une atteinte sur un risque d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ou un de ses droits, garantir par la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui est quand même intéressant. Il n'y a pas de prérequis pour saisir le défenseur des droits lorsque les droits d'un enfant ne sont pas respectés, aucune situation met en cause son intérêt. Le défenseur des droits peut notamment être saisi par l'enfant lui-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ses représentants légaux, une personne de sa famille, un service médico-social et une association régulièrement déclarée depuis plus de 5 ans prévoyant dans ses statuts la défense des droits des enfants. Le défenseur des droits peut intervenir pour des mineurs français et étrangers vivant en France et des mineurs français vivant à l'étranger. Je peux aussi vous parler des exemples de situations traitées par le défenseur des droits en matière de défense des droits aussi des enfants, mais dans un autre contexte. Je vous donne des exemples. Alors, on a tous des exemples différents. Là, ce sont des exemples écrits. Moi, sur le droit des enfants, je n'ai agi personnellement que 2 fois. Donc, je ne peux pas trop m'étaler sur mes persos, mais je peux vous dire ce que les autres disent sur le droit des enfants. Un enfant placé en famille d'accueil dit à sa mère, lors d'un droit de visite, être malmené par les autres enfants hébergés par sa famille d'accueil. Une jeune fille est en grand mal-être quand ses camarades se moquent d'elle sans cesse à l'école. Et elle a parlé à sa maîtresse, mais rien ne change, elle ne veut pas y retourner. Moi, personnellement, j'ai traité un cas comme ça. Une jeune fille de couleur, je n'aime pas dire l'autre manque de couleur, est venue me voir avec sa maman, étant dans un collège connu de Rennes, était maltraitée par ses petits copains. Donc je me suis un petit peu plus renseignée et à un moment donné, en voulant aller plus loin, la jeune fille qui a dit « Non, on arrête, je ne veux pas aller plus loin de peur de représailles ». Ça c'est quand même important de savoir parce que je trouve que les enseignants de ce côté-là
ont un travail à faire. L'enfant qui est maltraité par ses camarades, je pense, et ça n'engage que moi en tant que Madame Padelou, les enseignants sont censés quand même un petit peu de s'en apercevoir. Mais je dis bien, ça n'engage que moi. Les épreuves de baccalauréat ne sont pas adaptées aux enfants en situation de handicap bénéficiant d'un tiers de temps. Ça, c'est des réclamations que nous avons du côté des enfants. Un enfant hyperactif ne peut pas participer à une activité périscolaire, au motif qu'il ne bénéficie pas d'accompagnement spécifique et que l'équipe du centre de loisirs ne pourrait pas s'en occuper en toute sécurité. Là, c'est pareil, ce sont des actes qu'on a fréquemment. J'ai eu le cas dernièrement, moi, d'une jeune maman qui, excusez-moi, de jeunes parents, pardon, même monsieur et madame, me disant, mais Madame Padelou, mes enfants ne sont pas surveillés à la sortie de l'école le midi. Comment cela se fait? Alors le maire s'en est ressorti en disant, je ne peux pas m'en occuper parce que j'ai manque de personnel, ce qui est sûrement vrai. Donc je suis intervenue auprès de la mairie qui m'a bien dit qu'il regrettait cette situation, mais que par manque de personnel, on ne peut pas appuyer sur un bouton et avoir les personnes qu'on a besoin à côté. Voilà, on essaie d'apporter une réponse, mais on n'a pas forcément la bonne réponse. Après, par contre, tout ce qui est discrimination, je passe la main à ma collègue. Ce sera mieux que moi. Oui, merci. Du coup, c'était un panel un peu large du type de saisine qu'on pouvait avoir en matière de service public et de défense des droits de l'enfant. Une précision pour ce qui est des problématiques de dysfonctionnement de service public, c'est que le défenseur des droits, c'est pas une institution de l'urgence, c'est une institution qui intervient en deuxième rideau, si on peut dire. Donc, pour ce qui est des relations avec les services publics, on n'intervient que quand la personne a fait des démarches préalables pour obtenir un droit ou pour contester une situation, et pas comme un accompagnant ou un conseiller juridique ou comme un travailleur social. Donc on intervient bien vraiment en deuxième rideau quand il y a une atteinte au droit, et pour qu'il y ait une atteinte au droit, il faut que la personne ait tenté de faire valoir ses droits. C'est un peu différent. Donc ça, c'est un peu différent pour les saisines en matière de défense des droits de l'enfant et de discrimination, où là, on peut intervenir sans que la personne ait elle-même fait des démarches pour contester la situation. Donc sur les droits de l'enfant, effectivement, Chantal a bien évoqué les problématiques principales qui sont toutes les problématiques en lien avec l'éducation et le périscolaire. C'est vraiment 30% de nos réclamations concernent l'école et tout ce qu'il y a autour de l'école, les activités de loisirs, le périscolaire, la cantine et les accueils périscolaires, où on est énormément saisi par des enfants, enfin des parents d'enfants en situation de handicap, avec toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur la désignation des aides à la scolarisation ou la mise en place d'aménagement de la scolarité. Mais aussi avec pas mal de dossiers sur le harcèlement scolaire, et de plus en plus des dossiers qu'on traite plutôt au niveau local en mettant en lien les établissements, le rectorat, le médiateur académique quand c'est nécessaire. L'idée, c'est pas pour le défenseur de dire s'il y a harcèlement ou pas. L'idée, c'est d'aller voir si l'administration concernée, les établissements, ont pris la mesure des faits. Si une personne un enfant vient dire « je suis harcelé », l'idée, c'est pas de balayer d'un revers de main en disant « bah non, ça c'est pas grand-chose », c'est quand même que l'institution, elle ait mis en œuvre des actions pour effectivement essayer de régler la situation, parce que même s'il n'y a pas un harcèlement en tant que tel, l'enfant vit une situation difficile, donc il faut trouver les leviers pour l'accompagner. En matière de discrimination, pareil, il n'y a pas de prérequis pour saisir le défenseur des droits. Alors, la discrimination, c'est un sujet un peu spécifique, puisque il y a une grande distinction à faire entre ce que l'on pense de manière commune être de la discrimination et ce qu'est la discrimination, qui est un concept très juridique. Et souvent, on se trompe en parlant de discrimination quand on est face à une injustice ou une inégalité qui peuvent être réelles, mais qui ne relèvent pas nécessairement du droit de la non-discrimination. Donc nous, on va vraiment intervenir quand il y a de la discrimination. Et c'est quoi une discrimination? C'est le fait, pour une personne, d'être moins bien traitée qu'une autre personne ne l'est ou ne le serait dans l'absolu,
à raison d'un critère qui est prévu par la loi. Donc la loi fixe des caractéristiques pour lesquelles on ne peut pas faire de différence de traitement entre les gens. Alors il y a des caractéristiques qui sont très liées à des caractéristiques inhérentes à la personne, donc son origine, sa couleur de peau, son sexe, son identité de genre. Des choses qui sont plus des caractéristiques en lien avec des libertés individuelles, sa religion, ses opinions politiques. Donc voilà, tout un tas de critères qui protègent l'individu pour ce qu'il est et pour ce qu'il pense. Donc il faut donc cette différence de traitement en fonction d'un critère établi par la loi et dans un domaine prévu par la loi. Il y a énormément de textes qui interdisent les discriminations. Donc on pense aux textes sur l'emploi, l'accès aux biens et services, sur l'éducation, sur l'accès aux services publics également. Les seuls domaines sur lesquels la loi ne prévoit pas, ne fixe pas les règles applicables et ne considère pas qu'il y a discrimination, c'est dans les relations purement privées, c'est-à-dire que chacun est libre en fonction de sa conscience, de ses représentations, d'être ami, amoureux d'une personne en fonction de critères qui lui sont propres. Le droit ne va pas régenter ça. Pour tout le reste, le fait de traiter une personne moins bien pour un des critères prévus par la loi, c'est un délit, c'est pas une pensée, c'est comme le racisme, ce n'est pas une idéologie, c'est un délit puni par la loi, donc la loi protège les personnes de ça. Donc on peut être saisi par toute personne qui s'estime victime de discrimination. Et c'est vrai que l'intérêt d'intervenir en médiation est particulièrement intéressant sur ce sujet, puisque là, on est vraiment souvent sur des incompréhensions, des méconnaissances du droit ou un dialogue qui est un peu rompu. Donc, notamment dans l'emploi, ça peut être intéressant de rapprocher un employeur d'une personne handicapée parce que l'employeur considérait que les aménagements à mettre en œuvre pour que la personne puisse exercer ses fonctions étaient trop compliqués. Et puis finalement, quand il y a un tiers qui intervient, ça peut permettre de rétablir le dialogue. Donc avoir en tête que l'institution peut intervenir sur ces sujets, y compris au niveau de nos délégués. Il y a un quatrième domaine que j'évoquais tout à l'heure dans lequel l'institution intervient, mais pas au niveau de nos délégués, là uniquement au niveau du siège de l'institution, c'est la déontologie de la sécurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la déontologie de la sécurité ? C'est un champ de compétences qui vise à permettre à toute personne qui s'estime victime de manquements de personnes qui sont soumises à un code de déontologie parce qu'ils exercent une activité de sécurité privée ou publique. Une personne qui s'estime victime d'un manquement à cette déontologie peut nous saisir. C'est le cas notamment des policiers, des gendarmes, des surveillants en établissement pénitentiaire, mais également des vigiles, des agents de sécurité privés qui sont soumis à un code de déontologie. Et s'ils ne se comportent pas en adéquation avec ce code-là, l'institution peut intervenir et peut même aller jusqu'à préconiser des poursuites disciplinaires vis-à-vis des personnes concernées. Alors c'est pourquoi évidemment nos délégués n'interviennent pas, parce qu'on est rarement sur des sujets où la médiation est possible, puisque là on est sur des atteintes plus graves aux droits des personnes, donc c'est plus le siège qui va intervenir sur ces sujets-là. Je peux donner un exemple très rapidement. Donc, il y a 15 jours, j'ai été saisie par une dame qui se dit harcelée par son employeur. Alors, le problème, c'est qu'elle travaille dans un consulat, donc c'est encore autre chose, mais elle a été portée plainte à la police de Rennes et qui ont juste voulu lui faire prendre ce qu'on appelle une main courante, mais ils n'ont pas voulu poser sa plainte. Recevoir sa plainte, donc je n'ai rien dit, j'ai pris le dossier et je l'ai envoyé au siège, donc dans déontologie de sécurité, de façon à ce que, comme on ne peut pas, si vous voulez, intervenir directement auprès de l'ambassade, du consulat, pardon, ça sera le siège qui prendra la suite pour la déontologie de sécurité pour refus de dépôt de plainte. C'est ça. Il y a deux questions.
il y a l'intervention auprès du consulat, mais aussi l'intervention auprès de la police, qui a refusé de prendre la parole. Là, à ce moment-là, excusez-moi, c'est le siège qui prendra la relève. Moi, dans la mesure où je ne vais pas agir sur le consulat, je n'en ai pas le droit d'abord, par la déontologie. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que la police n'a pas voulu relever la plainte. C'est pour ça que c'est parti directement au siège. Voilà. Ouais. Non, non, pas de souci. Et effectivement, on pourrait aussi intervenir sur le volet de l'emploi, du harcèlement, mais uniquement s'il relève d'une discrimination. Sinon, on est sur des relations privées, et dans ce cas-là, c'est plutôt des conseillers. Prud'homo, au niveau des consulats, je ne sais pas si on va en trouver, mais voilà, des conseillers juridiques, avocats qui vont pouvoir intervenir. Donc, déontologie de la sécurité, effectivement, ça peut être intéressant et c'est souvent mal connu, mais sur les refus de plainte, c'est vraiment un sujet sur lequel l'institution va pouvoir intervenir et parfois rapidement pour permettre aux personnes de déposer plainte sur des situations diverses et variées. Le dernier champ de compétences qui est beaucoup plus récent, et je l'évoque rapidement, mais pour avoir en tête quand même, c'est intéressant de le savoir, c'est l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. C'est une compétence qui a été donnée à l'institution de recevoir les saisines de personnes qui, dans le cadre de leur profession, ont connaissance d'atteintes à l'intérêt général, de crimes, de délits, et qui veulent dénoncer ça. Et dans des situations où leur employeur ne veut pas réagir. Donc on a tous en tête des situations, par exemple, des travailleurs sociaux qui auraient connaissance d'abus sur des enfants ou de violences sur des enfants. La direction étouffe l'affaire, ils ne veulent pas laisser passer, donc ils pourraient très bien s'adresser aux défenseurs des droits pour avoir une protection au titre des lanceurs d'alerte et voir leur situation traitée en toute confidentialité. Donc ça, c'est vraiment toutes les situations, les principales situations sur lesquelles on est saisi, avec des exemples. J'évoquais au tout début, et Chantal aussi, les deux volets d'intervention de l'institution, la protection des droits et la promotion des droits. Alors, au niveau de la promotion des droits, l'institution, elle va intervenir sur tout un tas de pans, l'idée étant à la fois de faire connaître l'institution, mais surtout de faire connaître aux professionnels et au public eux-mêmes leurs droits, les manières de s'en saisir, donc un rôle en termes d'accès aux droits important. Donc là, en termes de promotion, l'institution va participer à un certain nombre d'actions de communication sur des sujets divers et variés. Alors, dans le document qu'on vous enverra, vous verrez le type de plaquettes, de dépliants, d'informations sur les droits qui peuvent être produits par l'institution. La production aussi de rapports et d'études qui permettent de peser ou qui essayent de peser dans le débat public pour faire prendre en compte des situations diverses et variées, puisque avec nos 100 000 réclamations, le défenseur des droits est un observatoire de la société. Elle prend le pouls un peu des difficultés, systémiques ou pas, qu'on peut rencontrer. Et avec ces rapports, mais aussi des propositions de réforme législatives, réglementaires, l'institution essaie de faire avancer les débats sur tel ou tel sujet et trouver des solutions concrètes et que les pouvoirs publics prennent la mesure de certaines situations. Donc à ce titre, le défenseur va émettre des avis au Parlement, proposer des réformes institutionnelles. Et un dernier élément qui peut être intéressant à avoir en tête, mais c'est en matière de promotion des droits de l'enfant. On a plusieurs outils et programmes dédiés à l'éducation des enfants aux droits, vraiment pour qu'ils se saisissent eux-mêmes de leurs droits, parce qu'on est tous convaincus que l'évolution, elle peut venir aussi des premiers concernés et qu'ils soient sensibilisés à leurs droits, aux discriminations dès le plus jeune âge. Donc on a un programme qui s'appelle Éducadroit, un programme de ressources complètement libre d'accès. C'est un site internet educadroit.fr sur lequel on peut retrouver des vidéos, des ressources du défenseur des droits, mais aussi d'associations partenaires
qui permettent de parler, par exemple, de l'égalité filles-garçons à des enfants, ou qu'est-ce que c'est que le droit, tout simplement, quand on veut expliquer à quoi ça sert le droit, c'est quoi une règle de droit et pourquoi elle existe. Ça peut être utile. Alors c'est utile, ces ressources, elles ont été créées pour les enfants, mais finalement c'est des ressources qu'on peut aussi très facilement utiliser au quotidien, quand on intervient auprès des publics pour expliquer des choses de manière simple à des adultes également. Donc ça peut être intéressant. Et un dernier dispositif qui... bonne nouvelle, alors, pas pour tous les départements, mais revient en Ille-et-Vilaine cette année, c'est un dispositif de jeunes en service civique, les JAD, les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant pour ce qui est de l'Ille-et-Vilaine, mais parfois des droits et de l'égalité pour d'autres départements, qui sont des jeunes en service civique qui interviennent dans les écoles, mais aussi dans des actions plus ciblées auprès de d'autres publics que les écoles, pour parler des droits de l'enfant, par exemple. Donc, dans les structures dans lesquelles vous intervenez, les publics auprès de qui vous intervenez, ça serait intéressant qu'on évoque ça, mais si vous menez des actions avec les publics concernés sur telle ou telle thématique, c'est des ressources qu'on peut mobiliser dans des événements pour aller parler des droits de l'enfant ou de l'égalité auprès de publics, alors plutôt des publics jeunes jusqu'à 18-20 ans. Mais voilà, c'est une ressource qu'on peut avoir en tête, et puis nous on peut faire le lien si c'est nécessaire. Donc voilà le balayage de tout de l'institution. Nous on est intéressés pour discuter avec vous et répondre à vos questions. S'il y en a. S'il n'y en a pas, on travaillera plus longtemps sur les ateliers. S'il n'y en a pas, on va en trouver. Y a-t-il un défenseur des droits dans chaque département? Un Oui. délégué dans chaque département? Oui. Il y a plusieurs délégués dans chaque département. Donc nommé par Paris? On a 570 sur le territoire français, répartis dans pratiquement tous les départements. En fonction des villes, ça va du 1 délégué à 4 délégués, et je crois que le maximum c'est 6 dans la région. Non, parfois il y en a plus que ça. Voilà, donc, les dernières informations, ça a été augmenté. Donc oui, il y en a vraiment dans tous les départements, y compris dans les territoires d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer. Et ils sont nommés par l'institution, donc par la défenseure des droits elle-même, mais par contre, c'est des personnes qui viennent du local. C'est-à-dire que souvent, c'est les délégués en place qui connaissent des personnes, c'est un peu par cooptation, et le recrutement se fait par les pôles régionaux, donc plutôt au niveau de l'échelon régional, la validation, mais en partenariat avec nos délégués, l'idée étant d'intégrer une équipe ou de bénévoles où tout le monde s'entend bien et où ça fonctionne. Mais la nomination effective, c'est effectivement la défenseure des droits elle-même. Ouais, j'ai bien compris. Jean-Pierre Gabrielli, délégation du 35. Je côtoie beaucoup des étrangers dans le cadre d'ateliers d'enseignement du français qui ont un certain nombre de problèmes, vous les connaissez bien, de demande, de droit d'asile, de renouvellement de carte de séjour. Donc, si le défenseur des droits que vous êtes, si on lui transmettait toutes les demandes en question, vous seriez submergé. Alors c'est ma première question. Jusqu'où peut-on leur donner conseil, s'ils le souhaitent, s'ils le demandent, parce que ce n'est pas notre travail. Mais on est très souvent confronté à des questions et on aimerait bien ne pas les envoyer trop promener, donc leur donner un minimum de conseils. Donc, est-ce qu'on peut leur dire qu'un retard dans un courrier adressé au préfet, j'ai bien entendu ce que vous dites, le ministère de la Justice, non, et le préfet, oui, sans doute, des retards considérables qui peuvent durer des mois quant à la réponse à une demande d'asile, une demande de renouvellement de carte de séjour, de réfugiés. Récemment, j'ai dans la tête des gens qui attendent de savoir s'ils doivent quitter le territoire français parce qu'ils étaient réfugiés à un certain moment de pays que vous connaissez, dont vous imaginez quels ils sont, et qui attendent et qui ne savent pas quel sera le sort en novembre. Voilà. Ma question, c'est jusqu'à quel point peut-on leur donner l'information sur les coordonnées, le numéro de téléphone que vous avez indiqué tout à l'heure?
dès lors qu'il y a une atteinte à leurs droits, la possibilité de saisir le défenseur est là. Donc vous pouvez les orienter. Après, la difficulté, c'est effectivement le nombre, mais comme pour tout, l'idée de l'institution sur ces sujets-là qui sont très récurrents et extrêmement nombreux, quels que soient les départements, hein. D'ailleurs en région parisienne aussi c'est une grosse problématique, c'est que de traiter aussi le problème plus systémique, c'est-à-dire qu'on va à la fois intervenir sur des situations individuelles quand c'est possible, parfois ça va pas être possible parce qu'il n'y a pas d'atteinte au droit ou parce qu'effectivement le délai est trop court depuis la demande de titre de séjour, mais on va essayer d'intervenir sur la situation individuelle et aussi compiler un peu toutes les problématiques qu'on a et intervenir de manière plus générale dans les relations plus rapprochées avec les préfectures. Donc vous pouvez tout à fait orienter vers le défenseur qui verra les moyens d'action qu'on a sur telle ou telle situation. Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, est-il possible d'avoir une action, d'engager une action collective? Donc on ne dit pas une accumulation de plusieurs situations qui seraient identiques et qui aboutirait pour vous à une démarche unique, mais est-ce qu'il existe la notion d'action commune? C'est-à-dire que plusieurs personnes qui effectivement constatent une atteinte à leurs droits, qui vont décider en fait de venir vers vous ensemble pour essayer de faire avancer le sujet en collectif, en groupé et non plus en individuel. Personnellement, je n'en ai jamais eu parce que ce sont des démarches individuelles. C'est-à-dire, je ne peux pas parler de collectif sur Rennes. Par contre, ce qu'il y a de collectif sur, je parlais toujours en Ille-et-Vilaine, mais c'est partout pareil ailleurs, c'est le manque de réponse nous-mêmes de la préfecture. Donc là, on avertit le responsable au niveau régional. Je crois que les plans n'ont pas longtemps d'avoir une réunion avec la préfecture parce que même nous, on n'a pas de réponse. Et quand on n'a pas de réponse, c'est très, très épuisant. Je vois, j'ai des dossiers que je relance X fois, entre autres pour les regroupements familiaux, donc ça c'est quand même important de le savoir. En Ille-et-Vilaine, le délai est de 15 mois. 15 mois à la date posée par l'OFIL, et que l'OFIL a posé sa demande, on compte 15 mois. Et vous avez des gens qui sont dans des situations très 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 difficiles. Et 15 mois, c'est très long. Donc c'est 15 mois officiels, mais après vous avez des congés, vous avez le manque de personnel, et puis vous avez tout ce qui se greffe là-dessus. On arrive facilement à 20 mois. Et pour compléter, action collective, tout dépend ce qu'on met derrière, mais effectivement, des personnes pourraient venir en groupe en disant, ben voilà, on est plusieurs à avoir cette situation. Finalement, c'est une accumulation de plusieurs situations qui se ressemblent et on pourrait traiter d'un seul coup le dossier. Ça peut arriver et on peut aussi, dans ces cas-là, s'articuler avec le siège, puisque parfois c'est au niveau local. Alors c'est pas encore complètement le cas en Ille-et-Vilaine où on arrive à débloquer des situations, mais on a des départements où la préfecture ne répond plus du tout, y compris aux défenseurs des droits. Donc l'idée c'est d'aller sur un mode d'instruction un peu plus poussé, voire d'intervenir devant le juge quand les personnes se mobilisent et peuvent se mobiliser avec l'aide d'avocats, de collectifs, d'associations pour aller devant le juge. Mais voilà, donc on peut envisager des personnes qui sont accompagnées par une association qui viennent à plusieurs pour demander notre intervention. Mais il nous faudra quand même chaque situation individuelle. On aura besoin des éléments qui correspondent à chaque situation et on pourra dire « Ah bah oui, mais on ne va pas traiter telle et telle situation de la même manière parce qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes circonstances. » Ça sera l'appréciation et l'analyse qu'on en fera, mais pourquoi pas. La réponse est intéressante parce que dans le cadre de ces activités, Agir ABCD travaille avec des groupes de personnes, de bénéficiaires sur des thèmes en accompagnement, etc. Et au cours effectivement de ces rencontres, de ces accompagnements, vous pouvez être sollicité sur les mêmes sujets qui pourraient effectivement aboutir à des actions de ce type communes. Mais on a bien compris que de toute façon, derrière ou devant, on va mettre devant plutôt, il s'agit toujours des défenses des droits individuels. Voilà. C'est moi qui ai le micro.
Oui, j'ai bien compris que dans votre démarche, vous enquêtiez, hein, vous preniez une saisine, vous enquêtiez, vous tentez une médiation, mais lorsque la médiation n'aboutit pas, et je pensais à l'exemple que vous avez donné sur l'enfant, dans le cadre des droits de l'enfant, sans doute qui était en situation de handicap, qui ne pouvait pas avoir un accompagnement, le maire n'avait pas les moyens aussi d'embaucher ou de prendre du personnel. Qu'advient-il? Parce que l'empêchement existe, l'accès aux droits est impossible, et qu'en est-il après? Alors, je pense que vous parlez de l'exemple que j'ai donné pour la jeune fille. Oui, qui et ça m'a fait réagir. Souvent, j'ai vu tout à fait. Donc là, sur l'autisme, où ce sont des enfants qui ne peuvent pas avoir d'accompagnement. Pour faire une médiation, il faut qu'on souhaite, c'est-à-dire le plus et le moins. Hein, vous êtes d'accord? Donc déjà, une médiation, il faut qu'elle soit possible. Donc dans un premier temps, je n'ai pas pu faire de médiation, puisque la jeune fille par elle-même est revenue me voir avec ses parents en me disant « je ne le veux pas parce que je commence à avoir », parce qu'elle a parlé dans l'établissement scolaire, elle a dit « voilà, j'ai rencontré la défenseure des droits, enfin là, on a fait une démarche ». Et à partir de là, elle a eu l'impression que l'agressivité des autres jeunes était beaucoup plus virulente. Donc elle me dit, je préfère cesser. Et apparemment, elle a changé d'établissement scolaire. Donc moi, je ne peux pas dire que j'ai tenté la médiation avec l'établissement scolaire. Je vous montre qu'il y a... Oui, mais là, on peut le généraliser sur... comme je vous disais, j'ai vu les articles où des enfants dans un contexte d'autisme avaient besoin d'un accompagnement et eux, ces enfants-là, ne peuvent pas dire « j'arrête ». Mais eux ont besoin d'un accompagnement. Mais bien sûr. Si effectivement votre médiation moi, ne permet pas... Après cette intervention-là, ce que j'ai fait, je pense que je ne suis pas la seule à le faire d'ailleurs, j'ai envoyé un petit courrier donc, au médiateur du rectorat à Rennes, qui gentiment m'a répondu. Donc là, je suis tenue par le secret professionnel de sa réponse, mais il m'a quand même répondu qu'il prenait en compte ce phénomène-là. En fin de compte, notre façon de travailler, c'est d'avertir, de signaler donc, au rectorat comme quoi il y a des problèmes, même s'ils sont au courant. Hein, je pense que quand même, ils n'attendent pas l'appel de Madame Padelou, enfin le petit courrier de Madame Padelou, pour savoir qu'il y a comment je pourrais dire, de l'affrontement entre gamins sur des problèmes bien spécifiques, un peu c'était sur la couleur de sa peau, ses cheveux et ainsi de suite. Ça, on ne peut pas dire que le rectorat n'est pas au courant, je pense que... Oui, mais je ne pensais pas à la discrimination, hein. Oui. Je pensais à la mise en œuvre de moyens d'accompagnement qui n'existent pas. Après, enfin, ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs moyens d'intervention. Le premier, quand on est saisi au niveau local, c'est vraiment la médiation. Est-ce qu'il y a une possibilité ou pas de régler le litige de manière apaisée, localement, rapidement, et que tout le monde soit satisfait de la situation. Dans bien des situations, ça ne fonctionne pas. La médiation est impossible, soit parce que la personne victime finalement se désiste et n'est plus dans une approche de médiation, mais plutôt veut faire valoir ses droits, soit parce que l'organisme ou la collectivité ou la personne en face ne veut pas du tout en entendre parler et reste sur ses positions et du coup on n'est pas dans une démarche amiable puisqu'on a deux visions radicalement différentes du dossier. Dans ces cas-là, on voit, nous, avec nos délégués, quand c'est eux qui sont saisis en première intention, si c'est possible d'aller sur un autre terrain. Donc on va analyser là d'un point de vue un peu plus juridique. Donc on n'est plus là sur strictement médiation, on va aller regarder est-ce qu'il y a une histoire de droit vraiment dans la situation, et si c'est le cas, on va passer la main au siège de l'institution qui mettra en œuvre d'autres pouvoirs d'instruction. Donc par exemple sur des situations de harcèlement scolaire, puisqu'on était sur ce sujet, si ça ne marche pas au niveau local, mais qu'il y a vraiment une problématique avec un enfant en souffrance qui est déscolarisé ou qui a dû changer d'école, on peut parfois laisser la main aux juristes au siège qui vont là aller enquêter intervenir de manière plus juridique auprès des rectorats. Donc on articule
la réponse en fonction à la fois de la de l'endroit où la réclamation arrive, de la volonté des personnes qui nous saisissent, et puis des possibilités d'action en droit. Après, un des leviers aussi, évidemment, c'est d'orienter les personnes vers les bonnes procédures. Le défenseur des droits, c'est un outil d'accès au droit parmi plein d'autres, et notamment un qui est beaucoup plus contraignant que nous, c'est la justice. Donc c'est d'orienter les personnes vers les bons recours, et systématiquement, on informe les personnes en parallèle de notre action aux voies de justiciables qui leur sont ouvertes, sachant que c'est très important à avoir en tête que la saisine du défenseur des droits ne suspend aucun délai de recours. Donc il faut pas, même si on intervient, il faut que la personne elle ait fait ses recours en parallèle. Et alors c'est particulièrement tendu sur les problématiques de droit des étrangers où les recours sont extrêmement courts. Parfois on est saisi, non c'était pas avec toi, j'ai une déléguée qui m'a saisi il y a très peu de temps, le délai de recours expirait 3 jours plus tard, donc nous on va intervenir, mais il faut absolument qu'on soit en mesure d'orienter les personnes vers une association, un avocat qui soit à même de l'aider rapidement à intervenir et à faire les recours. Donc on articule en cas d'échec de la médiation, il y a d'autres leviers internes, mais aussi d'autres leviers externes, parce que parfois on n'interviendra pas, mais il y aura d'autres supports que la personne peut utiliser. Bon, je pense que c'est à mon tour. Bonjour mesdames, j'appartiens à la délégation de Saint-Malo, c'est dire que notre délégation dépend de votre compétence territoriale. Voilà, comme la dialectique est difficile en matière de droit des étrangers, je souhaiterais vous poser une demande et une petite question difficile. La demande, c'est, nous n'avons pas parmi nous, disons, un préfet standard, je ne prends pas un préfet particulier, mais une personne qui représente bien la fonction de préfet et qui viendrait parallèlement à vous nous expliquer comment la République pense les problèmes des droits des étrangers en Ille-et-Vilaine, notamment pour tout ce qui concerne les demandes de visa, le droit au séjour, discrimination, etc. Est-ce que dans les contacts difficiles, si j'ai bien compris, que vous avez avec la préfecture, il vous présente un corpus idéologique, un argumentaire sur les raisons d'État, sûrement pour lesquelles, sans doute, ils ne pensent pas exactement comme vous. Est-ce que vous pourriez décrire leur mode de pensée et nous dire, ça c'est la question, s'ils évoquent les instructions qu'ils reçoivent de la place Beauvau, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une certaine transparence sur leur façon d'appliquer des instructions nationales? Alors, ça, je vais difficilement pouvoir y répondre. Effectivement, les préfectures, dans les dossiers individuels ou même collectifs, vont de toute façon nous opposer du droit. Alors, soit les textes, soit les instructions, les circulaires qu'ils reçoivent en interne. Et nous, on va leur opposer aussi du droit, mais qu'on n'interprète pas forcément de la même façon. Alors sur l'argumentaire de l'État qui serait plus politique des préfectures, non, en général on n'est pas sur ce niveau de conversation, on va dire, en tout cas au niveau local. Après, effectivement, quand la défenseure rencontre les autorités nationales, on va être plus sur des considérations de politique migratoire. Mais le débat sur les situations individuelles, c'est bien un débat juridique qui se pose. C'est-à-dire que le texte il prévoit que un dossier de regroupement familial il doit être traité en 6 mois. La réponse une fois, le délai passé de l'enquête par les mairies, etc. La préfecture elle a 6 mois pour répondre. Donc nous on va nous dire non chez nous c'est 15 mois. Bon d'accord, mais le texte il dit 6 mois. Donc il y a situation d'urgence. Alors, on a tout à fait conscience qu'il y a tellement de situations, peut-être qu'il va falloir prioriser tel ou tel cas, peut-être. Sauf que bon, nous, on est à un niveau d'intervention où on est là pour rappeler le droit et non pas pour faire de la politique. Donc, on n'est pas sur une position idéologique, on est bien sur une position juridique. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que je ne suis pas tout à fait votre
compréhension du terme la politique. Je ne parlais absolument pas de politique partisane. Hein, il y a une politique de l'immigration, il y a des lois qui font partie aussi de cette politique. Donc à partir du moment où vous êtes dans le droit, vous êtes forcément dans la politique migratoire. Oui, dans la politique migratoire. Je ne parle pas de la politique des partis, bien sûr. Donc vous êtes, en fait, vous êtes bien dedans aussi, comme le préfet. Et vous vous opposez des arguments qui sont tirés à la même source. Donc, il y a un problème de choix des arguments et ensuite d'interprétation des dispositions légales. Est-ce que dans ces choses-là, on apprend quelque chose sur les véritables intentions ou directives, je ne sais pas, des préfets? Est-ce qu'ils vont vous dire, par exemple, oui, nous, c'est 15 mois au lieu de 6 mois, mais qu'est-ce que vous voulez, pour Beauvau, c'est pas prioritaire. Ils nous disent, prenez votre temps, il y a des choses plus urgentes. Oui, ils peuvent être amenés à nous expliquer que c'est telle priorité de traitement pour telle situation. Par exemple, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, c'est clairement pas la priorité. Une personne qui dépose, même si elle est là depuis 15 ans et qui demande une régularisation, puisque c'est de ça qu'on parle dans l'admission exceptionnelle au séjour, c'est pas prioritaire par rapport à des demandes de titre de séjour qui sont de plein droit, par exemple. Donc, et ça, c'est affiché et c'est indiqué par les préfectures, oui. Merci beaucoup. En gros, c'est le juge qui décidera, effectivement. Parce que là, on est obligé d'aller un peu plus loin si on n'est pas d'accord avec la préfecture. Oui, sur les cas individuels, in fine, oui, c'est-à-dire qu'une personne qui... alors, il y a plusieurs situations. La personne à qui on refuse un titre et qu'il conteste, il va devoir aller devant le juge pour faire annuler, si on est sur le droit des étrangers, l'OQTF ou la décision de refus de séjour. Si on est sur les difficultés, par exemple, d'accès, de prise de rendez-vous en ligne, pareil, si la personne n'arrive pas du tout à prendre de rendez-vous malgré des multiples tentatives, il y a un moment où le juge peut intervenir. Alors nous, on essaye en parallèle, mais effectivement, le juge, il peut être une ressource, mais l'accès au juge est quand même pas si évident que ça. Donc si on peut trouver d'autres moyens de traiter plutôt que d'aller devant le juge, surtout pour des populations, des personnes qui sont précarisées, qui n'ont pas l'accès à la justice facile, on essaie de trouver d'autres moyens d'intervenir. Il y a quand même des assos qui sont... Oui. Et on oriente vers les assos pour l'accompagnement. Il n'y a pas besoin de permis de conduire pour aller au rendez-vous. Ils ne peuvent pas avoir de permis de conduire parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité pour aller au rendez-vous. Ouais, la prise de rendez-vous aujourd'hui, je vais parler de l'Ille-et-Vilaine, est très difficile. C'est saturé de partout. Donc en urgence, j'ai eu le cas la semaine dernière, moi je ne peux pas agir en urgence, je leur ai demandé d'aller voir donc, la maison des avocats pour éventuellement faire un référé. C'était urgent. Pour moi, ça me paraissait urgent pour pouvoir le renseigner et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Oui, l'Ille-et-Vilaine, mais sur le plan national, c'est le même problème dans tous les départements. C'est incroyable. Le contact avec les préfectures sont très difficiles. Alors je ne vais pas être très originale non plus, puisque effectivement moi je travaille au CCAS et donc principalement notamment dans des espaces numériques où on accueille principalement donc des demandes concernant les droits des étrangers également. J'avais plutôt une question, moi, d'un point de vue plus global, c'est-à-dire que plutôt que de traiter uniquement les situations d'un point de vue individuel, on sait que il y a eu des recours. J'ai lu les rapports de défenseurs des droits au niveau national qui dénoncent effectivement un certain nombre de procédures qui ne sont pas adaptées au public et des services publics qui n'arrivent pas à remplir leur mission de servir le public. On a aussi le Conseil d'État qui a aussi épinglé aussi les préfectures concernant le renouvellement des cartes de séjour. Je pense à tous ces rapports qui sont connus de tous et qui rappellent à l'État ses obligations. Et je m'interroge de savoir quels sont exactement les recours et quelles sont les actions concrètes qui peuvent être mises en place pour que collectivement il y ait des changements significatifs. Alors ça, je pense que c'est pas à notre niveau, on va pas pouvoir vous apporter une réponse
facile. Au niveau de l'institution, la seule marge de manœuvre qu'on a, c'est de continuer à le faire. C'est-à-dire de pas baisser les bras, entre guillemets, et d'agir à la fois sur des plans individuels, d'orientation, et sur un volet plus général au niveau de l'institution, de continuer à faire une sorte de plaidoyer, de lobbying pour que les pratiques changent, pour que au niveau du ministère de l'Intérieur, il y ait des moyens supplémentaires qui soient dédiés à ce sujet-là. Mais c'est la limite de l'exercice nous concernant, c'est que s'il n'y a pas de répondant et s'il y a une volonté de ne pas faire, on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas. Donc on peut que continuer à agir, à inciter toujours à des contentieux, parce que bon, si le juge administratif finit par être noyé, ce qui est déjà le cas, peut-être qu'il y aura une action, mais voilà, on n'a pas il n'y a pas une solution et une seule. Tu voulais ajouter? Je voulais rajouter simplement qu'au siège, donc à Paris, on a une personne qui est un monsieur que j'ai connu il y a 3 semaines, là-bas, qui est vraiment spécialiste de rentrer dedans, je vais dire, dans les préfectures. Et il les rencontre assez souvent sur le plan national, enfin c'est ce qu'il nous a expliqué. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans ce qu'il me disait, j'ai retenu 2 ou 3 choses qui me touchent personnellement. Il faut savoir que les préfectures, malgré que les lois donc, leur disent, par exemple, pour un étranger c'est 6 mois, et un regroupement c'est 6 mois et pas 15 mois, mais il faut savoir que les préfets sont quand même maîtres chez eux. Et comme tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, ils font quand même ce qu'ils veulent en fonction des demandes et comment je pourrais dire ça, quelque chose qui est important, de la priorité. Merci. Et de la priorité donc des dossiers. Aujourd'hui, à Ille-et-Vilaine, la priorité, c'est d'abord tout ce qui est, comme on dirait, des gens qui sont en situation irrégulière, de façon à pouvoir leur donner un récépissé. Autrefois, on avait 3 mois de récépissé, aujourd'hui, on a 6 mois. Donc je pense que le préfet de l'Ille-et-Vilaine a quand même entendu certaines choses. Et c'était ça que je voulais vous dire. Juste avant l'intervention sur ma droite, là, on est dans la même problématique qui pose un vrai problème à nous qui sommes citoyens et citoyennes. Je prends l'exemple par ailleurs de la Cour des comptes. C'est-à-dire que les rapports de la Cour des comptes qu'on voit chaque année renouvelés de façon amplifiée sur de mêmes sujets, de mettre l'accent et de voir qu'effectivement pas grand-chose ou rien ne bouge, n'incite pas effectivement le citoyen et la citoyenne à adhérer à certaines choses qui sont faites ou qui ne sont pas faites. Et il y a une incompréhension totale entre effectivement tous les dispositifs qu'on peut mettre en place en termes d'alerte, mais que derrière, enfin, ça fait penser à l'enfant qu'on convoque 15 fois avant de convoquer 15 fois les parents et avant qu'on commence à prendre une décision. Voilà. Et ça, c'est forcément hyper désagréable, d'autant plus qu'il y a quand même des hommes et des femmes derrière avec des situations qui sont parfois très très difficiles. Justement, pour sortir un peu de la problématique des étrangers, qui est importante, hein, mais pour parler sur l'autre sujet, je reviens plutôt sur vos rapports avec l'éducation nationale. On sait qu'il y a un certain nombre de jeunes, enfants, mais peut-être surtout adolescents, qui ont une obligation scolaire et que parfois il y a bien du mal à la faire respecter ou accepter par les établissements. Pour certains, il y a des solutions dans les établissements spécialisés avec délégation de service public, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Donc oui, pour cela, et j'ai bien compris qu'en la matière, non, dans toutes les matières, vous n'aviez pas pouvoir, mais que de la bonne volonté et de la discussion et de la négociation, mais voilà, quid de vos relations avec l'éducation nationale dans ce domaine. Et puis une question un peu plus, peut-être un peu plus philosophique ou un peu plus légale pour les défenseurs des droits. Il y a aujourd'hui une obligation scolaire. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt mettre une obligation d'instruction, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait la même chose. On peut être à l'école sans être instruit, dans une salle de permanence ou dans la cour ou je ne sais où, et sans recevoir d'instruction, et pourtant on est scolarisé.
Alors, sur les questions philosophiques, je vais beaucoup vous décevoir, mais moi j'ai une liberté de parole et notre délégué aussi, en tant qu'agent du défenseur. On a une liberté de parole et de prise de position qui est assez limitée par ce qui a déjà été dit par la défenseur des droits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer et vous dire oui, je suis d'accord avec vous, alors, à titre personnel ou pas, je pourrais vous le dire entre deux portes, mais je ne peux pas porter la parole de l'institution sur des sujets où elle n'a pas déjà été portée, à notre niveau. Donc il faudrait poser la question, et je pourrais la poser à la défenseur et voir comment elle aborderait les choses, mais malheureusement, moi je ne suis pas du tout en mesure de répondre à ça. Sur les obligations scolaires, vous parliez plus spécifiquement d'enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques, ou c'est... de handicap ou version non-respect des règles, voilà, et qui est sorti de l'école pour quelques jours, une semaine, voire plus longtemps, voilà, et qu'il faut... voilà, pour des non-respect de la loi et des règlements, hein, pas forcément handicap, mais la question se pose des deux côtés, du côté handicap et du côté respect des règles. On a un certain nombre de jeunes ou d'enfants qui sont pas scolarisés ou pas pris en charge par une institution faite pour ça, et de ce côté-là, il y a quand même, à mon avis, un trou dans la raquette encore. Oui, alors là on est plutôt sur des réflexions plus globales, de recommandations qui pourraient être portées au niveau institutionnel. Nous on va aller au niveau local ou au niveau du traitement des réclamations, on va aller sur chaque situation individuelle, voir ce qui a été mis en place ou pas, voir les possibilités et essayer de voir s'il y a un dysfonctionnement ou pas du service public sur telle ou telle situation individuelle. Sur quelque chose de plus général, pareil, on va être là sur des modalités d'action plus au niveau national, sur des réflexions, des études, voir quelles propositions ou quelles propositions ont été faites. Là, pour le coup, on pourra regarder d'un peu plus près si des choses ont été dites ou portées par l'institution à ce sujet, mais là, je vous avoue que je n'ai pas en tête toute la littérature. Donc, il ne faut pas hésiter non plus, après coup, à nous poser des questions par l'intermédiaire de M. Blanchet notamment, sur tel ou tel point spécifique, si vous voulez qu'on se renseigne et qu'on voit des positionnements qui seraient portés à ce sujet. Pour poursuivre sur ce sujet de l'éducation et de la formation, donc l'une des missions effectivement des défenseurs des droits, c'est la promotion des droits bien sûr, et aussi de faire connaître effectivement vos champs d'action, vos champs de compétences, les modalités d'intervention. Agir ABCD intervient auprès de publics jeunes, apprentis ou en recherche d'emploi-formation. Comment le défenseur des droits, si ça rentre dans ses prérogatives, la défenseur des droits peut-elle sensibiliser ces publics aux problèmes de discrimination ? Comment, en montant des actions partenariales, c'est-à-dire que si vous avez la possibilité de regrouper des jeunes pour faire des sessions de sensibilisation, nous on se mobilise régulièrement au niveau du pôle régional et on essaie d'associer notamment notre référent lutte contre les discriminations qui est François Danchaud à Rennes, mais sur tous les départements on a des référents. Et monter des actions où on va venir faire des ateliers de sensibilisation pendant 2 heures. Et au contraire, c'est vraiment le public, les jeunes sont un des publics prioritaires pour la défenseur des droits parce que c'est un des publics les plus éloignés du droit. Et c'est particulièrement important pour nous d'avoir des relais associatifs pour atteindre ces jeunes. Donc, on est tout à fait disposé à étudier des possibilités de partenariat au sens informel, hein, j'entends de monter un groupe d'une dizaine de jeunes et puis on vient faire un atelier comme on le ferait dans les écoles, mais voilà, ça on le fait dans plusieurs établissements, donc ça c'est envisageable. Vous avez dit tout à l'heure que le secret médical ne vous était pas opposable. Oui. Comment ça se passe? À quel niveau? Il y a des médecins qui travaillent avec vous? Alors, on peut effectivement être saisi déjà
on a un champ de compétences dans le service public, notamment l'accès au service public, mais aussi en discrimination, sur tout le volet droit des malades et dépendance. C'est-à-dire qu'on peut être saisi en cas d'erreur médicale, de difficultés de fonctionnement dans un hôpital. Et c'est vrai que quand on enquête, alors là ça va être vraiment plutôt au niveau du siège que ça se passe, quand on enquête sur une situation, une personne nous dit j'ai en tête une situation d'une personne qui nous a contacté en disant voilà, j'ai contacté le SAMU, on m'a pas bien orienté, j'ai eu des difficultés, bon il y a eu un événement derrière dramatique ou plus ou moins dramatique, je conteste ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc l'institution enquête dans ces cas-là pour récupérer les enregistrements des appels de la journée en question pour voir s'il y a eu vraiment un dysfonctionnement du service public en l'espèce. Et dans nombre de situations, on nous oppose justement le secret médical, le secret des correspondances. Et dans ce cas-là, c'est pas possible. Alors après, le défenseur ne va pas dévoiler les choses si la personne réclamante ne le souhaite pas. Mais sinon, tant que c'est dans l'enquête, ça reste, on est soumis au secret professionnel au niveau de l'institution, à tous les niveaux de l'institution, donc ça ne sort pas. Il y a un secret de notre enquête de l'instruction. Je comprends, mais si le médecin vous oppose le secret médical... Il peut pas. Il peut pas, pourquoi? Parce que c'est prévu par la loi organique. Mais vous avez des médecins alors qui correspondent? Non. C'est sur le fonctionnement, sur le pouvoir d'enquête. On peut demander à un médecin un dossier médical, des informations. Et quelle est la compétence pour apprécier alors, si vous n'êtes pas médecin? Alors, après, sur la difficulté, c'est pas sur la maladie ou sur la difficulté médicale. Ce qu'on va nous opposer, j'ai une autre situation, si par exemple une personne venait nous saisir sur une difficulté avec un enfant qui a des problèmes, qui dénonce des violences intrafamiliales par exemple, si on décide d'auditionner le médecin pour savoir s'il a été amené à constater, à faire des constats, des certificats médicaux, etc., le médecin pourrait nous opposer, nous dire non, secret médical, moi je ne vous donne pas les informations sur les certificats médicaux que j'ai établis ou les constats que j'ai faits, ce n'est pas possible. Il doit communiquer à l'institution ces informations-là. Mais on ne va pas aller examiner, si vous voulez, c'est dans les cas où on n'est pas sur un débat sur la pathologie, on est plutôt sur le débat sur la procédure et le fonctionnement du service autour. C'est pas sur le fond de la maladie, mais on peut nous opposer, le secret médical d'ailleurs est opposé par les praticiens pour ne pas communiquer à un extérieur des informations qui sont dans le dossier médical mais qui ne sont pas à proprement parler, enfin qui sont un certificat médical sur lequel on va voir apparaître le traitement médical qui est pris par la personne. De la même façon, un médecin du travail est soumis au secret médical, mais si on l'interroge dans le cadre de la mise en place d'un aménagement de poste de travail, etc., on peut lui demander les rapports qu'il a établis qui sont normalement soumis au secret médical. Donc voilà, c'est ce type d'information, mais c'est pas, le litige, il n'est pas sur la maladie, sur la pathologie, il est sur le droit qui est attaché à cette pathologie. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Pas tout à fait. Puis je crois que ça doit être source peut-être d'ambiguïté quand même. C'est source de différends avec les médecins. Après, oui, c'est pas une situation qu'on rencontre très très souvent. Mais sur la communication de certificats médicaux, par exemple, ça peut arriver, notamment aussi en matière de déontologie de la sécurité. Si une personne prétend avoir subi des violences. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est sur les services médicaux en établissement pénitentiaire, où un détenu se plaint de violence de la part de surveillants. Le service médical de l'établissement est intervenu et ne voudrait pas nous communiquer les certificats et les constats établis. Le secret médical ne nous est pas opposable dans ce cas-là. Et on ne va pas aller contester le fait qu'il est constaté ou pas. On va se servir de cet élément pour pouvoir déterminer s'il y a eu un manquement du service pénitentiaire à un moment ou un autre. Après, on ne dévoilera jamais les informations médicales, sauf si la personne réclamante
nous lève le secret médical et nous dit oui, vous pouvez tout à fait vous en servir, le mentionner dans les écrits et les échanges avec les personnes mises en cause, etc. Mais évidemment, c'est un sujet sensible, où même des travailleurs d'autres types de personnes nous opposent le secret professionnel, mais qui n'est pas opposable, et c'est vraiment la loi organique qui a prévu que ce n'était pas opposable à l'institution. Vous avez évoqué, le temps que le micro arrive là-haut, vous avez évoqué tout à l'heure le sujet pénitentiaire. 60% des personnes en situation de handicap ne peuvent pas accéder aux services en ligne, et pour celles qui sont en prison, l'accès au numérique est particulièrement compliqué. Assurez-vous des entretiens, des permanences dans les centres pénitentiaires, maisons d'arrêt et autres? Oui, on est présent dans tous les établissements pénitentiaires. Il y a des permanences de délégués du défenseur des droits. En Ille-et-Vilaine, et actuellement il y a juste Saint-Malo où on est en train de remettre en place la permanence, mais dans tous les établissements pénitentiaires de France, il y a des délégués du défenseur des droits. Je voulais vous demander si dans votre action, la notion de jurisprudence, ça veut dire quelque chose. Et si donc elle est présente, quelles sont les possibilités d'accès aux résultats des actions que vous conduisez? Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à tout citoyen, ou est-ce que ce sont simplement certaines instances qui peuvent profiter de ce que vos actions ont permis de conduire et des résultats que cela a permis d'engranger? Alors là, vous parlez de jurisprudence au niveau judiciaire ou la jurisprudence, la doctrine du défenseur des droits? C'est moi le mot jurisprudence, on va mettre des guillemets. C'est plutôt la doctrine de l'institution. Alors, il y a évidemment, on est soumis au secret, tout est confidentiel, donc c'est vrai que nos publications ne mentionnent jamais l'identité des personnes, sauf celles qui souhaiteraient témoigner, mais ni des personnes réclamantes, ni des personnes mises en cause. Même si les mises en cause, évidemment, quand on parle d'allocation familiale dans un département, on sait que c'est la CAF qui est visée, donc c'est pas une surprise, mais donc anonymat de nos décisions. Alors il y a plusieurs biais pour connaître les prises de position de l'institution. Il y a d'abord nos rapports annuels avec des exemples de situations traitées. Il y a aussi et surtout notre site internet du défenseur des droits, qui a un espace juridique dans lequel on va retrouver toutes les décisions et règlements amiables qui sont publiés. Donc c'est à peu près toutes nos décisions sont rendues publiques. Celles qui ne sont pas rendues publiques immédiatement, mais avec un peu de délai, c'est celles dans lesquelles on intervient en observation en justice, puisqu'on attend que le juge se soit prononcé avant de rendre publiques nos décisions. Même si en théorie, on ne peut pas reconnaître les personnes puisque c'est anonyme. Donc ça, vous avez tout ça sur l'espace juridique du site internet du défenseur des droits, par thématique, et puis au besoin, on peut aussi vous adresser des choses sur des thèmes particuliers. Et je vais juste rajouter, est-ce que le fait de s'appuyer sur une décision rendue qui a permis justement de dénouer une situation peut permettre, dans un cas qui intervient ultérieurement, de gagner du temps ou de faire avancer les choses plus vite? En tant que déléguée, je m'en sers pas mal. Et puis en tant que toute personne, ça peut être utilisé. Et on incite d'ailleurs, l'idée c'est vraiment que cette matière-là qui est rendue publique, les personnes s'en saisissent, ou les avocats s'en saisissent. On voit notamment dans l'emploi, parce que j'ai travaillé pas mal de temps sur les sujets emploi au défenseur des droits en tant que juriste, on ne peut pas intervenir sur tous les dossiers dont on est saisi, donc parfois on donne la matière aux avocats et aux réclamants en disant voilà, ce dossier-là, on n'aura jamais le temps de le traiter avant votre audience qui est dans 2 mois. C'est absolument impossible vu les délais de procédure qui sont assez stricts aussi dans notre institution. Par contre, il y a 2 ans ou l'an dernier, on a traité une situation tout à fait similaire. On vous la donne, vous pouvez la verser dans les pièces du dossier. Vous avez tout l'argumentaire juridique parce que nos décisions sont ça ressemble un peu à des conclusions d'avocats, c'est-à-dire il y a toute une analyse juridique, les textes, l'application aux faits, les faits de l'espèce, etc. Vous pouvez tout à fait vous servir de cet argumentaire
Et effectivement, c'est aussi une des réponses ça peut aussi être une des réponses à l'engorgement, parce que c'est vrai que l'institution est de plus en plus connue, de plus en plus saisie, donc on ne peut pas traiter tout dans des temps parfois raisonnables. Par contre, le fait d'être dans des actions d'accès au droit, c'est-à-dire de vraiment donner la matière aux personnes pour qu'elles se saisissent de leurs droits avec des argumentaires tout faits, avec des décisions qui peuvent, même parfois de la jurisprudence judiciaire qu'on identifie et qu'on donne, ça permet aussi, c'est une des manières d'accompagner les personnes, même si on n'est pas là directement dans leur litige. Merci beaucoup. Cette notion de ressources est importante, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je prends conscience, d'après ce que Julie vient de dire, effectivement, de ces formidables référentiels qu'il y a, effectivement, et qui, comme elle l'a précisé, nous permettrait à nous, collectivement, et à vous, en fait, en tant que bénévoles, d'agir à BCD, d'avoir déjà, alors sans essayer de devenir des juristes, sauf si on l'est déjà, mais au moins de pouvoir avoir des exemples précis où il y a des choses qui ont abouti et qui permettraient de transmettre ce type d'informations. Et comme disait Chantal tout à l'heure, elle l'utilisait au niveau local, mais c'est vrai que à titre personnel, les uns et les autres peuvent parfois appuyer dans le cadre d'un conflit, quel que soit l'objet du conflit, et l'interlocuteur en face sur une jurisprudence ou sur des textes, hein, tout simplement. Quand on commence à parler avec ce type de mots, en général, ça commence à bouger un petit peu, en fait. Voilà. Bonjour, c'est Abderrahim Bentami de Agir ABCD, île Finistère. J'avais juste une petite question, parce que initialement vous avez décrit défenseur d'emploi en tant que soft law, d'accord. Et après quelques instants après, vous avez dit quand même que vous pouvez user d'un droit de préconiser des poursuites. C'est un peu hard quand même comme... oui, c'est... Je voulais juste... Ma question, c'est très très simple, hein, c'est parce que je suis bénévole comme tout le monde, et des fois on demande aux gens d'aller vous voir. Mais j'aimerais bien voir si dans ces poursuites, si vous avez des exemples, dans quelles conditions quels sont les critères qui sont mis en place afin de mettre en place quand même cette poursuite d'exécution vis-à-vis des administrations ou vis-à-vis des employeurs. Alors, ce n'est pas vis-à-vis des administrations ni des employeurs. La possibilité de préconiser des poursuites disciplinaires, c'est uniquement dans le champ de la déontologie de la sécurité. Quand à l'issue d'une enquête, donc c'est vraiment un champ très spécifique dans lequel on va pouvoir faire ça. Si à l'issue d'une enquête, donc par exemple dans une personne qui dit avoir été victime de violences en garde à vue, l'institution enquête, donc évidemment pas au niveau des délégués, hein, puisque là on est dans une enquête où on va aller demander les enregistrements, les vidéos, etc. Et ça va être une enquête lourde. S'il y a un manquement à la déontologie qui est constaté, avéré, à l'issue de cette enquête, là on va dans certaines situations demander des poursuites disciplinaires. Mais c'est vraiment le seul cas où on peut le faire. Dans tous les autres champs, il n'y a pas ce champ, il n'y a pas ça du tout. C'est vraiment une spécificité. Donc on pourra faire des recommandations, mais on ne va jamais recommander à un employeur, par exemple, de licencier un harceleur, par exemple. Enfin, je vais prendre un cas qui pourrait être un cas de poursuite disciplinaire. Par contre, on va recommander à l'employeur de prendre toutes les mesures pour faire cesser la situation. Après, ce n'est pas à nous de venir dire précisément vous allez faire ça ou ça. Ça reste un rôle de recommandation. Donc vraiment, c'est que sur la déontologie qu'il y a ce pouvoir de préconiser des poursuites, des poursuites disciplinaires. Oui. S'il vous plaît. C'est juste une toute petite question qui pique ma curiosité. Le défenseur des droits, sachant que les délégués sont tous bénévoles, le défenseur, enfin en l'occurrence la défenseur maintenant, c'est une mission honorifique, c'est un poste qui dépend du ministère de la Justice. Question. Alors, c'est pas une mission honorifique, c'est pas un emploi public au sens traditionnel. C'est une mission, c'est une mandature
Donc la défenseur des droits, elle est nommée par le président de la République avec l'aval des assemblées, sa nomination est validée par les assemblées. Après, c'est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'elle est complètement indépendante de tous les autres ministères. Elle est rattachée budgétairement, l'institution est rattachée budgétairement au service du Premier ministre, mais avec une totale indépendance fonctionnelle voilà. C'est parfait, merci. Mais c'est pas honorifique, elle est rétribuée pour ça, voilà, pendant son mandat de 6 ans qui n'est pas renouvelable. Donc il y a aussi le fait que le mandat soit... Elle est choisie comment ? Elle est choisie pour ses compétences en matière de défense des droits. Parce que bon... alors après, ça, là, Toubon était ministre de la Culture, on peut dire ça comme ça, et politique. Elle était journaliste. Journaliste et présidente d'ATD Quart-Monde. Oui, présidente d'ATD. Elle est choisie aussi sur entretien. Elle ne passe pas un entretien quand même. Alors après, ça on est dans les méandres du pouvoir, donc je ne saurais pas vous dire. En tout cas, elle n'est pas élue par une assemblée démocratique. On pourrait envisager un mode de désignation plus démocratique, mais c'est vrai que, et pour être dans l'institution depuis un petit moment, je vous avoue qu'à chaque fois, on a découvert, enfin c'était une surprise. Il y a toujours eu des bruits de couloir sur les nouveaux défenseurs, les nouveaux présidents de la HALT, etc. Et puis à chaque fois on s'est planté parce que les bruits de couloir, les rumeurs, c'était pas du tout ça. Et voilà, à chaque fois ça a été une surprise. Donc le secret est bien gardé et ça se passe dans les hautes sphères. Là, pour le coup, faudrait être très proche du pouvoir et du président pour savoir comment c'est déterminé. Bonjour, Béatrice, délégation Touraine. Est-ce que vous pourriez me préciser la différence entre médiateur et défenseur des droits ? Médiateur de la République. On va dire qu'il n'y a plus de médiateur de la République, puisque c'est les défenseurs des droits qui a pris le relais en 2011. Il y a des conciliateurs, il y a des juges de paix. Alors, c'est pas pareil. Conciliateur, c'est pas un médiateur. Médiateur de la République, donc, qui existait avant le défenseur des droits. Et comme je vous disais tout à l'heure, en 2011, ce sont les délégués qui ont pris le relais des médiateurs. Les conciliateurs de justice, ce sont des officiers de justice. Donc, nous, personnellement, quand je vais parler en tant que délégué, quand je n'ai plus de ma compétence et qu'il y a un problème juridique derrière, la première des choses que je vais faire, c'est d'essayer d'orienter ces personnes-là vers le conciliateur de justice, qui lui va répondre sur un fait de justice. Après, oui, les médiateurs les délégués du médiateur de la République, du coup, n'existent plus parce qu'ils sont délégués du défenseur des droits. Par contre, il existe tout un tas de médiateurs, institutionnels ou non d'ailleurs, qui portent le nom du médiateur, donc le médiateur du département, voilà, dans le médiateur de la CAF, le médiateur de la CEPAM, il y a le médiateur de l'Éducation nationale. Donc cette mission de médiation existe dans quasiment toutes les institutions aujourd'hui. Il y a même des médiateurs des collectivités, des villes, dans un certain nombre de communes. Donc voilà, là c'est des médiateurs institutionnels, indépendants aussi, mais rattachés à une institution. Donc si par exemple, si on reprend l'exemple tout à l'heure du problème à l'école, est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer par le médiateur de l'Éducation nationale en premier ? Ou alors directement passer par vous? C'est un choix après? Personnellement, ça a été mon choix. Donc, plutôt que de m'adresser directement au responsable de l'établissement, puisque je ne pouvais pas le joindre, il était injoignable, on va dire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit mail au médiateur de l'Éducation nationale à Rennes, donc rue d'Entrange, qui a très gentiment, comme je disais tout à l'heure, m'a bien répondu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, après ce dossier-là, je l'ai quand même envoyé au siège pour autre chose. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, sur le plan de l'éducation nationale, personnellement, je parle pour moi, là, mon champ est assez restreint en fin de compte. Et après, pour les personnes à accompagner, c'est un choix. Effectivement, alors j'ai envie de dire, si
le médiateur il fonctionne bien et que saisir le médiateur de l'éducation nationale ou le médiateur de la CAF ou le médiateur de la CEPAM, c'est efficace et ça règle les problèmes, l'intérêt d'en appeler au défenseur des droits, il est quand même très limité, sachant que voilà, on va parfois même s'adresser au médiateur de notre côté. Donc, si le médiateur ça fonctionne, autant passer par le médiateur. Ça, voilà. Donc ça c'est. Après, le défenseur est une voie parallèle. Donc la personne peut aussi être plus à l'aise de saisir un organisme complètement indépendant, même si les médiateurs sont indépendants. Ils sont médiateurs de la CAF, mais ils ont un statut indépendant. Mais une personne peut être plus à l'aise de prendre, enfin, de saisir l'institution parce qu'on est complètement extérieur. Donc c'est aussi la volonté des personnes qui va guider la saisine. Mais effectivement, quand ça fonctionne, pourquoi passer par nous? L'idée, c'est de régler les problèmes quand ils existent. S'il y a d'autres organismes qui font et avec qui ça fonctionne, on est vraiment très loin de vouloir être partout tout le temps. D'autant plus que d'abord pour éviter d'engorger en fait, les services, je pense que c'est une démarche de bon sens, une démarche de progressivité. C'est-à-dire que si on n'a pas essayé de traiter un sujet avec le correspondant qui normalement devrait le prendre en charge, on ne va pas tout de suite inventer sur effectivement des compétences comme celles de la médiateur. De la défenseur des droits. On est exactement dans la même logique de tous les médiateurs, comme disait Julie, que vous trouvez dans votre vie privée, auprès des banques, auprès des fournisseurs Internet, etc., où il faut d'abord faire votre réclamation, et ce n'est qu'ensuite, en fait, que si la réclamation, soit vous n'avez pas de réponse, soit elle ne vous satisfait pas, que vous allez monter, effectivement, comme on le fait, ou comme on le faisait dans le monde professionnel. Ça ne fonctionne pas à N+1, on monte à N+2, même N+3, on va jusqu'à la tête quand il faut. Moi, je suis intervenu auprès du directeur général d'Orange. Je vous avais, en moins de 15 secondes, mon problème a été réglé. Mais il a fallu que je monte jusqu'à lui, parce qu'à un moment donné, voilà, il y avait un mur. Enfin, tout ça pour dire qu'en matière de progressivité, c'est plutôt pas mal de garder cette logique, d'autant plus que vous avez toutes les deux bien indiqué que vous n'aviez pas de capacité à traiter des cas d'urgence. Ça dépend, si. Enfin, voilà. Après, j'allais ajouter ça. Ça va être aussi la gravité des faits que la personne vit. C'est-à-dire qu'une situation dans laquelle il y a vraiment un danger, par exemple pour un enfant, saisir le défenseur des droits en parallèle aussi d'autres acteurs, ça peut être aussi. Alors, je sais que certains acteurs n'aiment pas forcément les personnes qui arrosent plusieurs organismes, mais en même temps, parfois dans des situations d'urgence absolue ou de gravité extrême, les personnes elles vont taper à toutes les portes et c'est bien normal. Donc voilà, ça peut aussi, c'est aussi la gravité de la situation qui fait que pourquoi pas saisir en parallèle médiateur. Bon là on était sur les enfants, mais c'est valable pour d'autres situations. Un médiateur de l'éducation nationale, le médiateur académique et un délégué du défenseur des droits. Après voilà, le dialogue étant entre les deux institutions, ça permet aussi parfois même de faire cause commune pour régler une situation qui est difficile à régler si on n'est que volet défenseur ou que volet médiateur. Donc c'est vraiment chaque situation qui va guider à l'intérêt de saisir tel ou tel organisme ou les deux en même temps. Bonjour, je voudrais intervenir pour demander deux questions rapides s'il vous plaît. Est-ce que quand il y a quelqu'un, par exemple d'origine étrangère, toujours, qui ne sait même pas parler français ou quoi que ce soit, ou défendre ses droits, est-ce qu'il peut être accompagné par quelqu'un pour interpréter pour lui? Vous allez me dire oui, mais est-ce que c'est pas un petit peu bloquant pour vous ou pas? Et deuxièmement, quand par exemple quelqu'un qui a un problème à l'étranger, qui part en vacances ou quoi que ce soit. Est-ce que vous intervenez par exemple auprès des services consulaires à l'étranger ou par exemple quelqu'un qui a un problème suite à un accident qui lui arrive dans un pays étranger et il faut pour le rapatriement ou quoi que ce soit et c'est toujours des problèmes quand la personne lui arrive un accident à l'étranger. Je peux vous
en parler en connaissance de cause pour les gens que je connais, eh bien, ils n'ont pas aucun moyen pour pouvoir s'en sortir, pour venir ou être rapatriés sans qu'ils passent par des difficultés financières. Est-ce qu'on peut intervenir par rapport à ça ou demander aux défenseurs de droit par rapport à... En tant que délégué, donc je parle en tant que délégué, sur le plan consulaire à l'étranger, le délégué ne peut intervenir. Moi, je ne peux intervenir. Après, sur le plan national, en fonction de la situation, j'ai eu le cas personnellement pour un ressortissant russe, où la dame est partie en Russie avec ses enfants, mais par contre, pour revenir en France, ça a été très, 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 très compliqué. Le monsieur, lui, a pu repasser, donc il vit bien toujours à Rennes, d'ailleurs. Et il attend encore aujourd'hui sa femme et ses enfants qui sont coincés en Russie depuis le mois de décembre. Pensez bien qu'en tant que délégué, je ne me vois pas intervenir auprès de la Russie pour dire ouvrez la frontière à madame. Donc j'ai envoyé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté le dossier et je l'ai envoyé au siège qui est aujourd'hui, qui a été traité par le siège. Voilà, ça peut... Après, pour le siège, je vais ajouter... Alors, pour compléter, c'est qu'on peut intervenir sur des personnes qui ne sont pas sur le territoire national si c'est une administration française qui est en cause. Donc, effectivement, si c'est une difficulté liée à un visa de retour ou ce genre de choses, on va pouvoir intervenir au niveau du siège, auprès de la préfecture pour avoir l'autorisation, auprès du consulat, si ça justifie, c'est-à-dire si la personne était en droit de solliciter ce visa. Il y a aussi une part de discrétionnaire où on ne pourra pas forcément intervenir sur toutes les situations. Sur les problèmes d'assurance maladie, effectivement, il y a des situations où les personnes sont à l'étranger, vont rencontrer des difficultés, où c'est les caisses françaises qui sont néanmoins compétentes pour traiter leur situation. Il va y avoir des blocages. Là aussi, on pourrait intervenir. Par contre, si on est sur des difficultés liées à la mise en œuvre de garanties spécifiques d'un contrat d'assurance privée pris par une personne et qui n'arrive pas à enclencher pour un rapatriement, par exemple, une mutuelle privée, là, on ne va pas intervenir parce qu'on est sur un litige d'ordre privé. Donc, le volet sur lequel le défenseur peut intervenir, c'est ce qui relève vraiment du service public, donc du service public de la santé. Donc, on n'interviendra que si la difficulté rencontrée à l'étranger, le blocage, c'est la sécurité sociale française, par exemple. Si c'est une couverture privée, on n'interviendra pas parce que c'est un litige privé. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? C'est clair, par rapport et la première question, là, par rapport à une personne qui ne sait pas parler français, et comment il va comprendre qu'il faut passer? Alors, effectivement, dans ces cas-là, l'idéal, c'est d'avoir une personne qui l'accompagne, un travailleur social ou une personne d'une association. Ça s'est présenté, alors c'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est pas exclu, on nous a informé récemment, dans des situations toutes particulières où vraiment on n'aurait pas d'autres possibilités, on aurait la possibilité de faire intervenir un interprète pour que la personne puisse s'adresser néanmoins à l'institution alors qu'elle ne parle pas français. Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué parce qu'on relève d'un marché public, là pour le coup, des services du Premier ministre. Donc il faut faire déclencher le marché public au niveau national. Donc il faut un délai de 3 semaines, etc. Donc c'est possible, mais c'est un peu complexe. Donc on pourrait le faire dans des situations exceptionnelles. L'idéal, c'est que la personne puisse se faire accompagner directement lors des entretiens, et ce qui est souvent le cas. On a rarement des personnes qui viennent seules déjà. Pour joindre un délégué de préfet, parfois il faut insister, mais croyez-moi, parfois c'est même on abandonne. On abandonne pour. On n'a pas entendu le début. Oui, parfois pour joindre une déléguée de préfet, par exemple, c'est à peu près la même chose. Le délégué de préfet ou de préfète, c'est à peu près la déléguée de... Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
D'accord. Non, le délégué du préfet... C'est pas le défenseur de droit qui nomme le... Non, pas du tout. Le délégué du préfet, il est nommé par le préfet et il intervient dans les quartiers prioritaires de la ville. Et il a une compétence à ce titre-là, mais c'est vraiment une autorité de l'État rattachée au préfet. C'est des bénévoles aussi, mais c'est un champ d'intervention très spécifique. Ça n'a rien à voir avec le défenseur des droits. Nous, c'est vraiment délégué du défenseur des droits. On vous donnera les liens pour vraiment distinguer. Et on n'est rattaché à aucune administration, aucune autorité de l'État. Merci. 3 ou 4 minutes. Oui. C'est pris. I'm sorry. Non, pour élargir un peu le débat et regarder nos jeunes, vous avez parlé de votre mission, c'est la promotion aussi des droits auprès des enfants. Vous avez parlé des JAD. Comment ça se passe pour que c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder en école? Est-ce que vous avez des gens qui sont formés par rapport à ça pour sensibiliser de façon quand même assez ludique sur un sujet qui n'est pas foncièrement drôle et de façon à éviter que c'est caricatural ce que je vais dire, mais que le gamin rentre à la maison en disant « Papa, c'est fini, j'ai des droits ». Non, effectivement, nos JAD sont nommés pour 1 an, donc recrutés au mois de septembre. Alors c'est des processus de recrutement où déjà on identifie des personnes qui ont une appétence particulière sur les sujets des droits de l'enfant et sur les interventions auprès des jeunes publics. Ensuite, ils sont pris en charge par une association, en général des associations d'éducation populaire qui ont l'habitude d'avoir des jeunes. Donc, au quotidien, ils sont accompagnés par des structures associatives locales. Et surtout, ils ont une formation de 3 semaines au siège de l'institution où on va leur donner tous les outils d'animation auprès des publics, les outils d'accueil du public et aussi de recueil de la parole, parce que parfois nos jeunes qui interviennent auprès des enfants ont des paroles inquiétantes de ces enfants, soit pendant les interventions, soit après, et comment ils traitent ça. Donc il y a tout un accompagnement des jeunes là-dessus. Et ensuite, ils ont des tuteurs, des délégués tuteurs, qui sont là au quotidien pour les accompagner dans l'exercice de leur mission. Et effectivement, ils ont des outils spécifiques pour parler à des enfants de leurs droits. Et puis, c'est normal qu'ils rentrent chez eux en disant « Papa, maman, j'ai des droits ». Après, il faut juste canaliser. Les droits ont des devoirs pendants, mais évidemment, c'est Petite question purement technique, vous avez votre institution, Fabrice Vilaine, votre institution recevait 115 000 dossiers par an. Dans ces 115 000 dossiers, combien n'entrent pas dans vos compétences à la louche, hein, je ne vais pas... Le nombre de dossiers qui relèvent pas de notre... Est-ce que ce sont 115 000 dossiers qui entrent dans votre compétence ou est-ce que parmi ces 115 000 dossiers... Il y a un certain nombre qui sont des incompétences, mais je dirais quand même, on identifie, il y a plus des 3/4 des dossiers, voire 80% des dossiers qui relèvent de la compétence, parce que le champ de compétence est extrêmement large. Donc c'est vrai qu'il y a peu de situations sur lesquelles on a... Et aujourd'hui, on peut établir le temps moyen de réponse à quelle durée? Pardon? Combien de temps prend un dossier à traiter? Alors, c'est très variable. Au niveau de nos délégués, ça peut être très rapide sur l'intervention en local. Ça va dépendre des possibilités d'accueil. Ça va dépendre du cas, parce qu'en fin de compte, c'est du cas par cas. Quand c'est une orientation, normalement, moi je vais me prendre un exemple, mais je peux mes autres collègues, c'est pareil, on travaille tous dans le même sens, je veux dire, mais pas forcément de la même façon. Moi, je tiens des permanences le jeudi, je reçois du monde. En fonction de... J'ai la chance que j'ai des personnes qui me prennent des rendez-vous et elles ont la gentillesse de me mettre à côté la raison de ce rendez-vous, ce qui me permet de préparer éventuellement plus vite un dossier, si je prends le dossier.
Et souvent, quand c'est une orientation, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Ce n'est pas la peine que je dise plus que je ne dois dire. Par contre, quand c'est un dossier que je vais prendre, je vais mettre une bonne heure pour répondre à la personne. Donc, parce que j'ai des questions à poser, je l'écoute. D'abord, la première des choses, c'est écouter, ce qui est important, parce que je le disais à midi, par exemple, je vais un peu déborder sur ce que je voulais dire. Quand on reçoit quelqu'un qui arrive avec quelque chose de dramatique, le fait de l'écouter déjà, il a déjà déposé son drame. Alors des fois, pour lui, c'est énorme, mais j'ai fait ma petite analyse, et des fois c'est comme ça, et c'est quelque chose qu'on peut régler très 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 vite. Par contre, il y a des dossiers où là, je vais passer le bonheur, voire plus. Prendre un dossier, ça ne veut pas dire le traiter sur place. Le dossier, ça veut dire que je prends, je l'étudie, je fais par habitude, je fais un courrier à la personne que j'ai reçue, en lui disant, bon, j'ai bien compris votre réclamation, je me demande par exemple des éléments supplémentaires, et à ce moment-là, je traite le dossier. Je vais vous dire que si je vous dis aujourd'hui que je travaille 35 heures par semaine, ça va pas. Voilà. Normal, c'est le statut de bénévole. Oui, juste une petite chose parce que le temps est presque passé. Il y a un point que personne n'a évoqué, c'est l'incidence en fait du numérique sur le taux d'augmentation en fait des saisines auraient pu avoir. Et moi j'aimerais bien en fait que Julie nous dise ce qu'elle entend par la numérisation à marche forcée, telle qu'elle l'a dit lors d'une interview à Ouest France au mois de juillet de cette année. Ça va être compliqué là. En moins de 3 minutes, ça va être compliqué. Mais effectivement, on voit bien dans l'augmentation des réclamations récentes au niveau de l'institution que la part des réclamations qui concernent la dématérialisation des services publics est importante. Donc les problèmes de prise de rendez-vous en ligne, les problèmes d'accès aux services publics quand on a une difficulté, toutes ces problématiques-là participent grandement à l'augmentation des saisines ces dernières années. Mais là, pour le coup, bon, faudra qu'on... Non, mais c'était juste pour faire le lien par rapport à la conférence de demain matin. Exactement. Pour venir à la question précédente, et je vais terminer là-dessus, quand je dis 35 heures, je ne plaisante pas, parce que je fais une journée de permanence, après je monte les dossiers, mais je me reçois aussi des demandes par Internet, puisqu'ils peuvent nous joindre par Internet, par le siège qui gentiment de temps en temps m'envoie des dossiers à traiter, parce que c'est au niveau territorial que ça doit se traiter, et un dossier, ça ne se traite pas non plus une fois monté en 3 minutes. Bien, alors je remercie infiniment de leur intervention, très intéressante. Tout ce qu'elles pourront nous envoyer comme document sera retransmis évidemment dans les délégations, bien sûr. Et puis on va essayer bien sûr aussi de faire un petit rapport en fin de colloque, pas tout de suite, ce ne sera pas ce soir, avec donc les interventions qui ont été enregistrées par notre caméraman que vous voyez se promener depuis quelque temps.